Ah mes amis, là on est bien, là franchement on est bien. Un peu à la fraîche, mais on est bien. À côté de ça, il faut dire qu'on est en hiver. Il fait un froid plutôt humide hein, aujourd'hui. Il est vrai. C'est plutôt de l'humidité. Alors vous voyez derrière des collines bien pentues, des échalas. Donc vous doutez un peu qu'on est en Côtes-du-Rhône Nord. Et tant qu'à venir ici, ben, je viens pas voir n'importe qui, ça vous le savez, de toute façon je ne dis à jamais voir n'importe qui. Je suis ici à Gervans, dans les Crozes Hermitage, et je suis venu voir Laurent Abrard. Laurent, comment ça va? Ça va très bien. Domaine Abrard, exactement. à Gervans, comment ça se passe? Ça se passe très bien, on est très content. Le temps est un petit peu c'est chiant, incertain, hein. un petit peu difficile pour cette année. C'est chiant, mais hein. Pour tailler, c'est pas l'humidité comme ça, c'est pas bon. Hein. On va s'en sortir. Oui, certain. D'ailleurs aujourd'hui, il y a un petit froid là qui nous annonce peut-être... La semaine prochaine, il nous annonce a priori des -2, -3 degrés. Bonheur. Ouais. Bonheur. Alors je suis venu te voir parce que j'avais déjà goûté tes vins il y a quelques mois lors d'une petite réunion entre amis au domaine Mélodie. Et j'avais bien aimé ce côté aérien, ce côté très fin, ce côté élégant, vraiment racé. Alors ça fait maintenant que tu es installé depuis une quinzaine d'années, c'est ça? Exactement, 98. 5e génération sur le domaine, tu prends la succession de ton père. Au départ, tu démarres avec ton frère, mais il n'a pas trouvé sa voie là-dedans, il décide de changer un peu sa voie, libre à lui, mais toi par contre tu t'éclates. Ça va, je me sens bien, c'est un joli métier, c'est un très joli métier. C'est un métier, il faut à la fois la casquette d'agriculteur, de vinificateur, d'administratif et de commercial. C'est ça, on est le matin sur le tracteur, l'après-midi en train de discuter avec la comptable ou l'œnologue. Et puis le lendemain, on prend l'avion pour Stockholm ou pour San Francisco. Et c'est quelque chose qui me plaît parce que justement, on a plusieurs choses, plusieurs casquettes comme tu dis. Et il faut être à peu près bon, à peu près compétent sur chacune des casquettes. Le couteau suisse. Le couteau suisse avec plein de différentes choses. Et non, c'est bien. Alors tu t'installes en 98, tu vas travailler ta vigne, tu travailles d'une manière conventionnelle, tu traites tes vignes et puis tu te rends compte quand même qu'à chaque traitement, tu as mal à la tête. Et puis tu vois ces bidons, des têtes de mort, des croix, et tu t'interroges sur la nécessité absolue de travailler de tels produits. Et à un moment, tu prends une décision qui est quand même courageuse d'un point de vue travail, tu décides de passer bio. Voilà, on est passé en bio en 2008, première année de conversion en bio. Après une réflexion importante. Ouais, après une grande réflexion, même si... courageux certainement, mais peut-être beaucoup moins courageux que tous ceux qui sont en bio depuis des années et des années ou qui étaient en bio depuis toujours, où ces personnes-là, je leur tire mon chapeau vraiment très bas, parce que ce sont des personnes qui avaient à la fois l'inconvénient de cultiver en bio, mais qui avaient en plus à cette époque-là tous les retours de toutes les personnes qui a priori avaient le savoir et qui disaient mais c'est des moins que rien, quoi, c'est des babas cool. C'est des babas cool et donc ils avaient à la fois l'inconvénient de la pénibilité du travail parce que c'est quand même plus pénible, c'est plus coûteux de travailler en bio. Et puis il n'y avait pas cette connaissance, cette expérience. Et cet avantage, j'allais dire commercial qu'on peut avoir. Moi ça me plaît d'aller en Norvège ou en Suède, ce sont des grands clients et quand on parle de bio, ça les titille, ça les sensibilise parce qu'ils sont dedans, ils sont en avance et ils savent que c'est important, ils savent qu'on doit penser à la nature, on doit penser à notre sol, on doit penser à l'air. Ah, tu m'as dit tout à l'heure, je suis passé bio pour m'excuser auprès de la nature. C'est un peu ça, ouais, pas que pour ça, mais c'est ma façon de m'excuser. C'est quand même, c'est les premiers mots qui te sont venus et bien souvent les premiers mots sont souvent les vrais. Alors tu es labellisé depuis 2008. Tout à fait. Ici, on est... pas labellisé. Autant pour moi. On a commencé notre conversion Votre conversion en 2008, exactement. C'est 2011 qui a été labellisé, sauf un plantier en crose que tu as laissé pour l'instant. Complètement. Voilà, le temps de pouvoir le travailler comme il le faut. Alors, ici, on est sur Gervans, donc sur une parcelle en Crozes Hermitage. Crozes Hermitage. C'est une Syrah qui a une dizaine d'années à vue d'œil, produite en échalas, ça c'est typique de ton coin. Tu as aussi une belle parcelle en Hermitage. On a 47 arts 60, exactement. Avec une origine prestigieuse. Alors, gloire à mon grand-père qui a eu l'incroyable bonne idée à l'époque, en 1970, je crois, 71 exactement, d'acheter cette parcelle au gendre, tiens-toi bien, au gendre du général de Gaulle. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Mais c'est quand même quelque chose, je suis d'accord avec toi, c'est quand même quelque chose. C'est peut-être pas ce qui fait le bon vin, mais c'est une histoire et j'aime bien en parler parce que ça montre que quand même cette colline de l'Hermitage a pleine d'histoires et quelque chose de beau. Et tes voisins de vigne?
Jean-Louis Chave, tu as déjà entendu parler de Ça me dit quelque chose, oui. Voilà. Un petit bonhomme qui ira loin, à mon avis. Donc, on est ici, sur quelle nature de sol, dis-moi? On est sur du granit décomposé, regarde, tu vois. Toutes ces particules de granit qui sont extrêmement friables. Je pense que c'est bien clair. Hop, on le met devant la caméra, voilà. Et c'est ouais, c'est friable en plus. très friable. Quand on a aménagé la colline, on ne pensait pas planter autant de surface. Ouais, t'as même des morceaux qui sont un peu plus conséquents. Hein. Si tu veux, regarde. Oui, mais on sent que ça s'effrite. Bon, c'est un terroir belge, je dis ça s'effrite, hein. Regarde ça. Et donc du coup c'est intéressant, dans le nord des Crozes-Hermitage, l'appellation Crozes-Hermitage est divisée en deux, on a les alluvions dans le sud de l'appellation, et dans le nord on retrouve les granites qu'on retrouve ici, qui sont... Ça donne en général des vins plus soyeux, plus élégants. Un peu plus élégants, un peu plus raffinés, un peu Alors plus qu'au sud, tu as souvent des côtés assez primaires, et on le sent dans les dégustations, je veux dire des nouveaux millésimes, souvent sont des vins spontanés, facilement lisibles, on les comprend très vite, alors qu'ici, ils sont souvent sur la réserve 1 ou 2 ans avant de commencer à... Et une fois que ça s'exprime, on est sur le soyeux de la violette, de la syrah, et à ce moment-là, c'est vraiment magique, avec beaucoup de fraîcheur. Je trouve ça très très bien. Alors ta production, Crozes rouge, Crozes blanc, Saint-Joseph rouge et Hermitage blanc. 4 cuvées. 4 cuvées différentes. Avec non seulement, comme je vous l'ai dit, le côté très soyeux, très élégant, très fin. Sur le Saint-Jean, peut-être un peu plus de chair, un côté plus tellurique, plus terrien. Alors que sur les Crozes, on est vraiment sur quelque chose d'élégant. Moi, je vous avoue que j'ai bien aimé les Crozes. Et quelque chose que je veux dire, mais entre nous, et que ça reste entre nous, des petits prix, tout ça. Le rêve, le bonheur, venez le voir, parce que c'est franchement une bonne affaire. Alors, en sus de ça, donc une grosse partie de 2/3 quasiment de ta production part en Suède. Exactement, 65% exactement. Ils ont droit à leur propre cuvée et tout, que tu sélectionnes, que tu chéris pour eux. Après, tu expédies aussi en Norvège, en Belgique une fois, au Canada. Aux États-Unis un petit peu et en Chine. Voilà. En Chine un petit peu. Et en fait, tu n'es pas très connu sur le marché français. Non, pas des plus connus. Ce marché suédois qui nous phagocyte un petit peu une grosse partie de la récolte, 65%, c'est beaucoup et c'est un peu énorme, mais voilà, moi ça me plaît. C'est une destination qui me plaît, ce sont des pays qui correspondent à ce que je recherche, donc voilà, je continue. Ouais. Comme on l'a dit, 40 ans, toutes tes dents, ou quasiment, ça ne me regarde pas. T'es passé bio, du beau boulot. Ta prochaine étape, ton prochain fantasme, c'est quoi en fait? Ta prochaine... ce qui te botterait, c'est plutôt dire persévérer dans ce que tu fais, parce qu'en plus de ça, depuis l'année passée, plus de sulfite dans tes vinifs. Je crois que c'est important. En tout cas dans les vinifs. On en a parlé, ouais. En tout cas dans les vinifs en rouge, c'est la 4e année où j'ai la chance de côtoyer un monsieur qui s'appelle Jean-François Vrina, œnologue conseil dans le sud de la France, et avec lequel, avec un groupe de travail, on essaye de réfléchir sur la possibilité de vinifier et d'élever les vins sans SO2, mais en gardant une qualité, c'est ça qui est important en fait, de ne pas utiliser de SO2, mais en gardant des vins droits, des vins carrés, et de ne pas partir sur une quelconque déviation. Et c'est ça le plus important, exactement. C'est garder de la propreté, garder le côté ce que tout vin doit être, quoi. Hein. Je veux dire, une saveur, une sapidité, quelque chose de reconnaissable et d'agréable. J'ai pas la possibilité, moi, de dire que cette cuvée ne sera pas vendable ou ne sera pas vendue parce qu'elle s'est abîmée. Je n'ai pas les moyens. Et donc, il faut que toutes mes cuvées soient droites, soient carrées. Et pour ça, donc on doit avoir une technique irréprochable. Et c'est possible. On a vu et on a illustré par 2 vinifications qu'on peut vinifier sans SO2. On peut en partie élever sans SO2 sans avoir le moindre problème. Alors, il y a des gens qui cherchent, qui ne trouvent pas, qui continuent à chercher. Comme je dis toujours, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et ce gars-là, c'est quelqu'un qui va chercher, mais pour trouver quelque chose. On est plus dans l'esprit de la quête que de la recherche pure et simple, c'est-à-dire aller vers un objectif. Donc, il n'y a qu'une chose à vous dire. Rendez-vous à Gervans, allez voir ce bonhomme. Tiens, en parlant de rendez-vous, on est monté sans la quille, on est monté sans les godets. Il va falloir qu'on redescende à la cave pour se boire un canon. Obligé, on n'a pas le choix. J'aurais voulu montrer l'étiquette, mais on est monté juste comme ça, mais on va redescendre, se boire un canon. Ben moi, je vais terminer de la meilleure façon qui soit, parce que je termine toujours par une phrase dans laquelle je crois profondément, et elle est richement ancrée en moi, et j'y tiens. Et je termine toutes les vidéos de la même façon en disant, franchement, elle est pas belle la vie.
Hein? Ouais, Je moi crois je que la t'as trouve raison. très chouette. Ouais, ouais, je suis certain. Il faut en profiter. À bientôt mes amis. Au revoir. À la prochaine. Non, il est pas plus grand que moi, c'est la pente qui fait la différence. Non, c'est pas vrai, je suis beaucoup Ciao, plus grand. ciao. Ciao.